Sa maîtresse m'appelait tous les jours, me décrivant les détails intimes de leur relation. Elle riait de combien j'étais pathétique, de la facilité avec laquelle j'étais remplacé. Pendant des mois, j'ai écouté sa cruauté en silence. Puis je l'ai invitée à prendre un café dans le lieu où elle pensait le rencontrer. Ce qu'elle a trouvé à la place a tout changé. Le téléphone a sonné à exactement 19h43 un mardi soir, la même heure qu'il avait sonné tous les mardis depuis 3 mois. J'étais en train de remuer la sauce pour pâtes quand j'ai entendu cette voix familière et esséurante à l'autre bout. « Camille, c'est Léa. J'espère que je n'interromps rien d'important. » La manière dont elle a dit mon nom, comme s'il avait un goût amer sur sa langue, m'a serré l'estomac, mais j'ai stabilisé ma respiration, posé la cuillère en bois et me suis préparé pour une autre séance de torture calculée. « Bonjour Léa », ma voix est sortie exactement comme je l'avais répété, fatigué, vaincu, avec juste assez de tremblement pour suggérer que je me retenais à peine. Il fallait absolument que j'appelle pour te parler du week-end le plus incroyable que Sébastien et moi ayons eu. Il a fait une pause, savourant le moment comme un vin cher. Nous sommes allés à ce petit bed and breakfast dans une ville côtière de la côte atlantique, tu sais, celui avec vue sur l'océan. Il a dit, vous aviez l'habitude d'y aller pour vos anniversaires. Avant de continuer, si vous pensez que les femmes méritent de reprendre leur pouvoir et de ne jamais accepter d'être réduites au silence, veuillez considérer de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre davantage de femmes qui en ont besoin en ce moment. Voyons maintenant comment je me suis défendu. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Les embruns. Nous y avions passé notre premier anniversaire, notre 3e, notre 5e. Je me suis souvenu de la façon dont Sébastien traçait des dessins sur mon dos pendant que nous écoutions les vagues s'écraser contre les rochers sous notre fenêtre. Le souvenir m'a fait l'effet d'un coup physique, mais j'ai ravalé la douleur et l'ai laissé alimenter ma détermination. Ça a l'air charmant, ai-je réussi à dire, injectant juste assez de tristesse dans mon ton pour qu'elle se sente victorieuse. Oh, c'était plus que charmant. Il m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi libre, aussi vivant. Il a dit qu'être avec toi était devenu comme porter un manteau 3 tailles trop petit, étouffant et inconfortable. Son rire était aigu, conçu pour blesser. Il a même dit que ta cuisine était devenue ennuyeuse, les mêmes 5 repas en rotation, il m'a dit, comme manger dans une maison de retraite. J'ai jeté un coup d'œil à la sauce pour pâtes, sa recette préférée, une que j'avais perfectionnée en 7 ans de mariage. L'ironie ne m'échappait pas, j'étais en train de préparer le dîner pour un homme qui apparemment se moquait de ma cuisine auprès de sa maîtresse. Je vois, ai-je murmuré, laissant les mots planer dans l'air comme une confession de défaite. Mais tu sais ce qui était le mieux, continua Léa, sa voix prenant ce ton particulier de cruauté qui était devenu sa signature. Il a dit qu'il se sent parfois coupable, mais ensuite il se rappelle que tu t'es laissé aller. Elle n'essaie même plus, il a dit. Quand je rentre à la maison, elle est dans ses horribles survêtements, les cheveux en chignon désordonnés, l'air d'avoir renoncé à la vie. J'ai touché mes cheveux avec gêne. Ils étaient effectivement en chignon désordonné, et oui, je portais des vêtements confortables. Mais j'avais travaillé à la maison, géré notre foyer, essayant de maintenir notre vie ensemble pendant qu'il était apparemment en train de disséquer mon apparence avec une autre femme. Le silence s'était tiré entre nous. Je pouvais entendre sa respiration, attendant que je craque, que je supplie, que je lui donne la réaction dramatique qu'elle désirait. Au lieu de cela, j'ai pratiqué la technique que j'avais perfectionnée au cours de ces mois de torture. J'ai laissé la pause s'étendre juste assez longtemps pour suggérer que je luttais contre les larmes, puis j'ai livré ma réponse d'une voix qui montait à peine au-dessus d'un murmure. Ah bon? Oh, Camille, sa voix dégoulinait de fausse sympathie. Je te plains presque, presque. Mais ensuite je me rappelle que tu vis dans un fantasme, pensant que tu as encore un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. Je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine, fixant le jardin où Sébastien et moi avions jadis prévu de construire une balançoire pour les enfants dont nous rêvions. Les piquets en bois étaient toujours là, marquant les coins où nous avions mesuré, discuté et espéré. Maintenant, ils ressemblaient à de minuscules pierres tombales dans la lumière déclinante. Jeudi dernier, continua Léa. Nous sommes allés à ce nouveau restaurant du centre-ville, le bistrot des artistes, celui avec les cabines privées. Il a dit qu'il voulait emmener pour ton anniversaire, mais ensuite il a réalisé qu'il préférait partager de nouvelles expériences avec quelqu'un qui les apprécie vraiment. Mon anniversaire, il y a 3 semaines. Il m'avait emmené à notre restaurant de chaîne habituel, prétextant qu'il avait oublié de faire des réservations quelque part de spécial. J'avais fait semblant de ne pas m'en soucier,
j'avais même souri et l'avais remercié pour la carte générique qu'il avait manifestement ramassée à la dernière minute à la station-service. Il est tellement prévenant, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement sur le dernier mot. Ce n'était pas entièrement du jeu, la trahison piquait toujours, même si je le savais depuis des mois. Il l'est vraiment. Et les cadeaux, Camille? Les bijoux, la lingerie, les escapades d'un week-end. Il m'a dit qu'il avait arrêté de t'acheter des choses parce que tu ne semblais jamais les apprécier. Elle préfère des cadeaux pratiques, il a dit, des aspirateurs et des cafetières. Plus de romance en elle. Je me suis souvenu du dernier cadeau qu'il m'avait offert, un nouveau set de couteaux de cuisine pour Noël. Je l'avais remercié, je les avais utilisés pour préparer les repas dont il se plaignait apparemment à sa maîtresse. La blague cosmique de tout cela était presque amusante, d'une manière tordue. Il a l'air très généreux, ai-je répondu, ajoutant un léger reniflement pour suggérer que je pleurais. Oh, il l'est. La semaine dernière, il m'a surprise avec un week-end dans la région de Bordeaux. Nous avons séjourné dans cet incroyable complexe, le genre d'endroit où ils apportent du champagne dans ta chambre et préparent des bains avec des pétales de rose. Il a dit qu'il n'avait jamais fait ça pour personne avant. Léa me donne envie d'être romantique à nouveau, il m'a dit, elle fait ressortir l'homme que j'étais. J'ai fermé les yeux, me souvenant de notre 10e anniversaire, il y a à peine 6 mois. Il m'avait emmené dîner dans un restaurant de chaîne et m'avait donné une carte cadeau pour une grande surface. Je m'étais convaincu qu'un amour pratique était plus mature, plus stable que de grands gestes. C'est merveilleux pour vous deux, ai-je dit, ma voix creuse. Tu sais ce que je pense, Camille. Le ton de Léa changea, devenant plus direct, plus vicieux. Je pense que tu t'accroches à quelque chose qui est déjà mort. Il ne t'aime plus, il n'en a pas envie. Il est juste trop lâche pour demander le divorce lui-même. Les mots ont fait mouche, mais pas de la manière qu'elle voulait. Au lieu de m'écraser, ils ont cristallisé quelque chose que je ressentais depuis des mois, un étrange sentiment de pouvoir qui venait de savoir quelque chose qu'elle ignorait. Peut-être que tu as raison, ai-je dit, laissant ma voix se briser avec ce qu'elle interpréterait comme de la défaite. Je sais que j'ai raison, et honnêtement, je te rends service en appelant. Quelqu'un doit te sortir de cette pathétique illusion que tu as encore un mari. J'ai entendu la voiture de Sébastien dans l'allée, le bruit familier de son moteur qui s'arrête, ses pas sur le porche. Il allait passer cette porte d'un instant à l'autre, s'attendant à dîner et n'ayant normalement aucune idée que sa maîtresse venait de passer 20 minutes à décrire leurs moments intimes à sa femme. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. Il est rentré. Bien sûr qu'il est là. De retour à sa vie ennuyeuse et prévisible avec sa femme ennuyeuse et prévisible. Le rire de Léa était aigu et triomphant. Passe une bonne soirée, Camille. Je sais que je vais passer la mienne à penser à quel point tout ça est pathétique. La ligne est devenue silencieuse juste au moment où Sébastien a franchi la porte d'entrée. Il avait l'air fatigué, légèrement coupable, mais il a souri en me voyant. Ça sent incroyablement bon, a-t-il dit en accrochant son manteau dans le placard. Qu'est-ce que tu prépares? Tes pâtes préférées, ai-je répondu en me tournant vers la cuisinière. Comment s'est passée ta réunion? Longue, ennuyeuse, tu sais comment c'est. Il s'est approché par derrière, a posé ses mains sur mes épaules. Je suis désolé d'avoir autant travaillé ces derniers temps. Je sais que c'est dur pour toi. Je me suis appuyé contre lui, sentant le poids de ses mains, la chaleur de son corps. Il y a 3 mois, ce moment m'aurait rempli d'amour et de pardon. Maintenant, cela ressemblait à une performance que nous donnions tous les deux, même si moi seul savais que nous avions une audience. C'est bon, ai-je dit. Je comprends. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je comprenais bien plus qu'il ne le réalisait. Je comprenais que pendant qu'il s'excusait d'avoir travaillé tard, sa maîtresse se préparait probablement à se coucher, rejoignant notre conversation et se sentant victorieuse. Je comprenais que sa culpabilité le rendait plus gentil avec moi, plus attentif, ce qui ne faisait que rendre la cruauté de Léa plus puissante. Mais surtout, je comprenais quelque chose qu'aucun d'eux ne savait encore, quelque chose qui allait tout changer. Pendant que je servais le dîner, j'ai pensé aux 3 tests de grossesse cachés dans le tiroir de ma commode, montrant tous le même résultat, 43 jours selon mes calculs. Un secret qui allait changer l'équilibre du pouvoir d'une manière que Léa, avec tous ses cruels appels téléphoniques et ses descriptions détaillées de leur liaison, ne pourrait jamais imaginer. J'ai regardé Sébastien manger les pâtes qu'il avait apparemment appelées ennuyeuses, complimenter la sauce dont il s'était moqué auprès d'une autre femme, et j'ai souri. Non pas le sourire vaincu d'une femme brisée,
mais le sourire tranquille de quelqu'un qui savait que le jeu était sur le point de changer complètement. Le téléphone sonnerait à nouveau le jeudi matin, juste après son départ pour sa réunion d'affaires. Léa appellerait avec plus d'histoire, plus de cruauté, plus de tentatives de me briser. Et j'écouterais, répondrais avec ma faiblesse étudiée, et la laisserais croire qu'elle gagnait. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de laisser votre ennemi penser qu'il a déjà gagné, pendant que vous vous préparez à lui montrer à quel point il a tort. Cette nuit-là, tandis que Sébastien dormait paisiblement à côté de moi, j'ai fixé le plafond et laissé mon esprit vagabonder vers le chapitre le plus sombre de notre mariage, un qu'il croyait enterré et oublié. C'était il y a 8 mois, quand j'avais vu pour la première fois ces 2 lignes roses sur un test de grossesse. La joie qui m'avait envahi était si pure, si écrasante, que j'avais littéralement éclaté de rire dans notre salle de bain. Nous essayions depuis plus d'1 an, et enfin, ça arrivait. J'avais planifié la manière parfaite de lui annoncer, une petite boîte cadeau avec de minuscules chaussures de bébé à l'intérieur, placée sur son oreiller pendant qu'il était sous la douche. Je me souvenais encore de l'expression sur son visage quand il l'a ouverte, pas de joie, pas d'excitation, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. « Tu es sûr ?» avait-il demandé, sa voix étrangement plate. 3 tests, avais-je dit, rayonnante, tous positifs. On va être parents, Sébastien. Il m'avait alors serré dans ses bras, puis avait dit tous les mots justes, mais quelque chose dans son étreinte semblait faux, trop serré, trop désespéré, comme s'il essayait d'étouffer la vie de quelque chose. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de comportements étranges que j'avais attribué à la nervosité normale d'un futur père. Il était devenu obsessivement attentif à ma routine du soir, insistant pour me préparer lui-même monter à la camomille chaque nuit. « Tu portes un bébé ?» disait-il avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Le thé avait un goût différent, un peu plus amer avec une note terreuse que je n'arrivais pas à identifier. Quand je l'ai mentionné, il riait et disait qu'il essayait une nouvelle marque, quelque chose d'organique et soi-disant meilleur pour les femmes enceintes. Je le buvais avec gratitude, touché par sa prévenance. Les crampes ont commencé un mardi matin, aiguës et basses dans mon abdomen. Le soir, il y avait du sang. Le jeudi, c'était fini. Ces choses arrivent, avait dit doucement le médecin des urgences. Les pertes au premier trimestre sont plus fréquentes que les gens ne le pensent. Il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment. J'avais fait mon deuil profondément, je m'étais blâmé pendant des semaines. Sébastien avait été d'un grand soutien, de toutes les bonnes manières, m'apportant des fleurs, me tenant dans ses bras pendant que je pleurais, suggérant que nous attendions quelques mois avant d'essayer à nouveau. Son soulagement, qu'il pensait caché, était comme du sel sur une plaie ouverte. Le rendez-vous de suivi, 3 semaines plus tard, était une routine, analyse sanguine, examen physique, le médecin vérifiant que tout guérissait correctement. J'ai failli ne pas y aller. À quoi bon examiner les conséquences d'un échec ? Le docteur Martin avait froncé les sourcils en voyant mes résultats sanguins, puis avait froncé les sourcils plus profondément. « Camille, je vois des marqueurs inhabituels dans votre système. Avez-vous pris des suppléments à base de plantes ? Quelque chose qui ne vous a pas été prescrit ? Non, avais-je dit, confuse. Juste les vitamines prénatales et les comprimés de calcium que vous avez recommandés. Elle avait sorti un tableau de référence, son expression devenant plus inquiète. Je vois des traces de cohosh bleu et de pennyroyal. Ce sont des herbes qui peuvent provoquer des contractions utérines. Elles sont parfois utilisées pour induire le travail ou d'autres choses. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. D'autres choses, à concentration suffisamment élevée, elles peuvent provoquer des fausses couches. Elles sont dangereuses, surtout au premier trimestre. Elle m'avait regardé attentivement. Vous êtes certaine de n'avoir rien pris contenant ces herbes? J'avais conduit jusqu'à la maison dans un état second, ces mots résonnant dans mon esprit. Quand j'étais arrivé dans notre cuisine, j'avais fouillé chaque placard, chaque tiroir, cherchant quelque chose que j'espérais ne pas trouver. Derrière les bouteilles de vitamines de Sébastien, poussées loin, là où je n'aurais jamais pensé à chercher, j'ai découvert une petite bouteille brune étiquetée « Mélange du soir, thé bien-être féminin ». La liste des ingrédients se lisait comme un catalogue de tout ce que le docteur Martin avait trouvé dans mon sang, cohosh bleu, pennyroyal, cohosh noir et d'autres herbes dont je n'avais jamais entendu parler. J'étais resté là, tenant cette bouteille, mes mains tremblant, tandis que la vérité s'abattait sur moi comme un coup physique. Mon mari, l'homme qui m'avait tenu pendant que je pleurais la perte de notre bébé, était celui qui l'avait tué. La rage qui m'a rempli était si pure,
si incandescente, que pendant un instant je n'ai pas pu respirer. J'avais voulu le confronter immédiatement, hurler, jeter des objets et exiger des réponses. Au lieu de cela, j'avais soigneusement remis la bouteille là où je l'avais trouvée et pris une décision qui allait tout changer, je ne lui dirai jamais que je savais. Au cours des mois suivants, je l'avais observé avec de nouveaux yeux, la façon dont il suggérait d'attendre plus longtemps avant d'essayer à nouveau, comment il surveillait attentivement mon cycle, devenant anxieux autour de l'ovulation, le soulagement dans sa posture quand mes règles arrivaient chaque mois. Sa mère avait commencé à laisser tomber des allusions sur les petits-enfants pendant les dîners de famille, et j'avais regardé Sébastien esquiver avec une aisance exercée. « Nous ne sommes pas encore prêts, disait-il. Peut-être l'année prochaine. » Mais ses yeux croisaient les miens à travers la table, et je voyais l'avertissement, n'ose pas me contredire. La partie la plus essayante était à quel point il était devenu prévenant après. Des fleurs sans raison, des dîners surprises au restaurant, des escapades d'un week-end en bed et breakfast. Je pensais qu'il essayait de m'aider à guérir de notre perte. Maintenant, je réalisais qu'il célébrait. Pendant un de ces week-ends, dans un endroit appelé les Embruns, ironiquement le même endroit que Léa avait mentionné au téléphone, il avait été particulièrement affectueux. Nous avions marché le long de la plage au coucher du soleil, et il m'avait serré contre lui. « J'aime notre vie telle qu'elle est », avait-il dit en m'embrassant sur la tempe. Parfois, je pense que nous sommes parfaits tels que nous sommes, tu sais, juste nous deux. J'avais souri et acquiescé, même si mon estomac se nouait. Juste nous deux. Pas de complications. Pas d'enfant pour compliquer son monde parfaitement contrôlé. Mais Sébastien avait sous-estimé son propre père, un homme qui avait vu à travers l'égoïsme de son fils bien avant moi. La conversation avait eu lieu lors de notre dernier Noël ensemble, juste 3 mois avant la fausse couche. Le père de Sébastien, Philippe, m'avait prise à part pendant que Sébastien était dehors, aidant sa mère avec quelque chose. « Camille, avait-il dit, ses mains tannées douces sur mes épaules. Je veux que tu saches quelque chose d'important, quand tu donneras à cette famille son premier petit enfant, et tu le feras, tout basculera en ta faveur. » À l'époque, je pensais que c'était juste un commentaire gentil d'un homme qui désirait désespérément des petits-enfants. Philippe avait toujours été plus gentil avec moi que sa femme, plus acceptant, plus sincèrement chaleureux. Il me traitait comme la fille qu'il n'avait jamais eue, tandis que son propre fils me traitait comme un inconvénient. « C'est très gentil, Philippe, avais-je dit. J'espère que nous pourrons vous donner des petits-enfants bientôt. » Ses yeux étaient devenus sérieux. « Je ne suis pas gentil, ma chère, je suis pratique. » Je m'en suis assuré. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Après son décès soudain d'une crise cardiaque 6 semaines plus tard, le commentaire s'était estompé dans l'arrière-plan du deuil et des arrangements funéraires. Ce n'est que 6 mois après sa mort, lorsque l'avocat eut enfin trié les documents successoraux, que le tableau complet apparut. Le testament avait été révisé juste 2 mois avant sa mort, et enfoui dans le langage juridique se trouvait une clause qui me fit froid dans le dos. À la naissance du premier petit enfant biologique de Philippe Bernard, stipulait le document, les biens suivants seront transférés dans un trust irrévocable pour le dit enfant, la propriété locative aux 12 rue des Érables, le compte de portefeuille numéro 4471 auprès de Capital Finance et une participation de 40% dans Quincaillerie Bernard et Phil. Le trust sera géré par le tuteur légal principal de l'enfant, un rôle qui, de par la loi et la désignation spécifique de Philippe, me reviendra en tant que mère, et non à Sébastien en tant que père. J'avais lu cette clause encore et encore, mes mains tremblant. La propriété locative seule valait plus de 300 000 €. Le portefeuille d'investissement avait atteint près de 180 000 €, et Quincaillerie Bernard et Fils, bien que petite, était rentable et fournissait un revenu stable. Soudain, l'opposition désespérée de Sébastien à avoir des enfants prit tout son sens. Il ne s'agissait pas de ne pas vouloir être père, mais de ne pas vouloir perdre le contrôle de l'argent qu'il considérait comme son héritage. L'ironie amère était dévastatrice. Son père avait vu la vraie nature de son fils et avait conçu la parfaite police d'assurance. Philippe savait que n'importe lequel de ses petits-enfants aurait besoin de protection contre l'égoïsme de Sébastien. Il avait donc créé un filet de sécurité financier qui s'activerait dès la naissance de cet enfant. Sébastien connaissait cette clause. Il avait été présent lors de la lecture du testament, il avait vu l'avocat expliquer les termes. Son visage était resté soigneusement neutre, mais j'avais remarqué comment sa mâchoire s'était contractée, comment ses mains s'étaient serrées sur ses genoux. Pas étonnant qu'il ait été si désespéré d'empêcher ma grossesse.
Pas étonnant qu'il ait eu recours aux herbes et à la manipulation au lieu d'avoir simplement une conversation honnête sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Une conversation l'aurait obligé à admettre qu'il donnait la priorité à l'argent plutôt qu'à mes rêves de maternité. Maintenant, allongé dans l'obscurité à côté de lui, j'ai posé ma main sur mon ventre encore plat où une nouvelle vie grandissait, 43 jours. Et cette fois, j'étais la seule à savoir. Cette grossesse n'était pas juste à propos du bébé que j'avais tant désiré, il s'agissait de justice. Il s'agissait de la prévoyance d'un vieil homme sage et de l'amour d'un père protégeant son futur petit enfant de l'avidité de son propre fils. Sébastien a bougé à côté de moi, murmurant quelque chose dans son sommeil, rêvant probablement de Léa, de sa double vie soigneusement construite où il jouait les premiers rôles romantiques tout en gardant sa femme ennuyeuse en sécurité et sans enfant à la maison. Il n'avait aucune idée que son monde était sur le point de changer pour toujours. Que le dernier cadeau de son père grandissait en moi, apportant avec lui non seulement une nouvelle vie, mais une redistribution complète du pouvoir. L'homme qui avait empoisonné sa propre femme pour éviter de perdre de l'argent était sur le point de découvrir que certaines choses étaient plus puissantes que son contrôle, plus permanentes que ses plans. Et j'allais savourer chaque instant de sa réalisation. 3 semaines se sont écoulées avant que je n'agisse. 3 semaines d'appels réguliers de Léa, chacun plus vicieux que le précédent, chacun ajoutant une nouvelle couche à mon plan en pleine croissance. Elle était devenue plus audacieuse, plus détaillée dans ses descriptions, se nourrissant clairement de ce qu'elle percevait comme ma faiblesse croissante. Mais je ne faiblissais pas, je me préparais. Les symptômes de grossesse avaient commencé sérieusement, nausées matinales que je cachais à Sébastien en prétextant une gastro-entérite, épuisement que j'attribuais au stress du travail. Chaque symptôme secret me semblait être une armure que j'enfilais pièce par pièce, me préparant au combat. J'ai passé des heures à chercher l'endroit parfait pour notre confrontation. Il devait être assez public pour qu'elle ne puisse pas faire de scandale, assez intime pour une conversation privée, et assez symbolique pour me donner l'avantage psychologique dont j'avais besoin. Le bistrot du coin se trouvait au coin de la rue de la Paix et de l'avenue des Lilas. Ses banquettes en vinyle rouge et ses sols à carreaux n'avaient pas changé depuis les années 1950. Sébastien et moi l'avions découvert pendant notre 2e année de mariage, alors que nous cherchions un appartement dans ce quartier. Chaque dimanche matin pendant 3 ans, nous y avions partagé café et crêpes, planifiant notre avenir autour de tasses sans fond et de sirop chaud. Je lui avais dit un jour que le bistrot du coin donnait l'impression d'être l'endroit où nous étions tombés le plus profondément amoureux, où tous nos rêves avaient pris forme. Il avait ri et m'avait embrassé en enlevant du sucre glace de mes lèvres, promettant que nous y amènerions nos enfants un jour pour des petits déjeuners d'anniversaire et des dîners de célébration. L'ironie du choix de cet endroit ne m'échappait pas. Dans un lieu où j'avais jadis planifié un avenir avec lui, j'étais sur le point de détruire l'avenir qu'il avait construit sans moi. Je suis arrivé à 13h30, 30 minutes avant le rendez-vous que j'avais arrangé. La foule du déjeuner s'amenuisait, laissant la plupart des banquettes vides et le murmure discret des buveurs de café de l'après-midi. J'ai choisi la banquette du coin où Sébastien et moi avions l'habitude de nous asseoir, me positionnant avec une vue dégagée sur l'entrée et le dos au mur. La serveuse, une femme âgée aux yeux gentils et aux chaussures confortables, s'est approchée avec une cafetière. « Juste un café aujourd'hui, ma belle ? » ?»« Oui, s'il vous plaît. »« J'attends quelqu'un. » J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse chaude, utilisant sa chaleur pour calmer mes nerfs. À exactement 13h45, j'ai sorti le téléphone, Burner, que j'avais acheté en espèces la semaine précédente. L'application que j'avais téléchargée me permettait d'envoyer des SMS depuis n'importe quel numéro, et j'avais déjà programmé les coordonnées de Sébastien. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant que je rédigeais le message qui ferait accourir Léa. Hâte de te voir, au bistrot du coin à 14h. Faut qu'on parle de nous. Et j'avais étudié les habitudes de Sébastien en matière de SMS pendant des mois, notant sa tendance aux messages brefs, son habitude de signer ses SMS avec son initiale quand il était romantique. J'avais même fait référence à leur dîner au bistrot des artistes de la semaine précédente, ajoutant juste assez de spécificité pour rendre le message crédible. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, enfin. J'espérais que tu dirais ça. À bientôt, l'emoji cœur m'a retourné l'estomac, mais il a aussi confirmé ce que j'avais suspecté, elle pensait que cette rencontre allait être importante. Peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'il me quitte enfin, ou qu'il la demande en mariage, ou qu'il fasse une grande déclaration. Quoi qu'elle attendait, ce n'était certainement pas moi. J'ai commandé une part de tarte aux pommes. Je n'avais aucune intention de la manger, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains pendant que j'attendais. L'horloge murale avançait vers 14h avec une lenteur angoissante.
À 14h03, la porte du restaurant a tinté, et elle est entrée. Léa se déplaçait comme quelqu'un qui possède chaque pièce où elle entre, ses talons claquant avec confiance sur le sol à carreaux. Elle portait la robe rouge qu'elle m'avait décrite avec des détails atroces lors d'un de ses appels, celle dont Sébastien aurait dit qu'elle faisait ressortir la couleur de ses yeux, celle qu'elle avait portée pour leur dîner dans ce restaurant chic du centre-ville. Ses cheveux foncés étaient coiffés en vagues parfaites, son maquillage impeccable malgré la chaleur de l'après-midi. Elle avait clairement fait des efforts pour être éblouissante pour ce qu'elle pensait être une rencontre romantique avec mon mari. Ses yeux ont balayé le restaurant, cherchant la silhouette familière de Sébastien. J'ai regardé son visage changer tandis qu'elle réalisait que le restaurant était presque vide, l'absence de l'homme qu'elle était venue rencontrer. Son regard s'est posé sur moi en dernier, et j'ai vu l'instant exact où la reconnaissance a surgi. La confusion a d'abord vacillé, pourquoi cette femme pathétique était-elle assise dans le restaurant où elle était censée rencontrer son amant? Puis est venue la colère, aiguë et immédiate, lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été trompée. Finalement, ce sourire suffisant familier s'est installé sur ses traits, la même expression que j'avais appris à détester pendant nos conversations téléphoniques. Waouh, sa voix a porté clairement à travers le restaurant tranquille, faisant lever les yeux de plusieurs clients de leur repas. Ça doit être le fond du baril pour toi, Camille. Tu pensais vraiment qu'une embuscade comme ça allait changer quelque chose? Elle serrait sa sacoche de marque comme une arme, tout son corps rayonnant du genre de confiance qui vient de la croyance en son intouchabilité. D'autres clients commençaient à regarder, mais leur attention ne semblait pas la déranger. Au contraire, elle semblait apprécier d'avoir une audience pour mon humiliation. J'ai pris une lente gorgée de mon café, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour la déstabiliser. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était calme, presque conversationnelle. Asseyez-vous, Léa, s'il vous plaît. Je ne pense pas, elle s'est tournée pour partir, ses talons claquant déjà vers la porte. Quelle que soit la pathétique supplique que tu as préparée, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas là pour me battre, les mots l'ont arrêté en plein élan. Je pensais juste que tu devrais savoir quelque chose d'important. Elle s'est retournée, un sourcil parfaitement épilé levé en amusement sceptique. Que pourrais-tu bien me dire que je ne sais pas déjà? J'ai fait un geste vers la place vide en face de moi. Assieds-toi, juste une minute. Quelque chose dans mon ton a dû l'intriguer, car elle a hésité. Peut-être était-ce le manque de désespoir dans ma voix, ou le fait que je ne pleurais pas ou ne suppliais pas comme elle s'y attendait. Après un moment, elle s'est glissée dans la banquette en face de moi, mais perchée sur le bord comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. Tu as 2 minutes, a-t-elle dit, regardant sa montre avec une impatience théâtrale. Après ça, je pars, et j'appelle Sébastien pour lui raconter ta petite combine. J'ai étudié son visage, mémorisant l'arrogance dans son expression, la certitude qu'elle détenait tout le pouvoir dans cette situation. Dans quelques secondes, cette certitude allait voler en éclats. Je suis enceinte, ai-je dit simplement. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Je l'ai regardé les assimiler, j'ai vu l'instant où leur signification l'a frappé. Son sourire confiant a vacillé légèrement. Félicitations, a-t-elle dit finalement, mais sa voix avait perdu de son mordant. Je suis sûr que Sébastien est ravi. 43 jours, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé. Et cette fois, il ne peut pas l'arrêter. Ça a attiré son attention. Ses yeux se sont aiguisés, se concentrant sur moi avec une nouvelle intensité. Qu'est-ce que tu veux dire cette fois? Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti la copie pliée du testament de Philippe que je portais depuis des semaines, attendant exactement ce moment. Le papier était légèrement usé par la manipulation, mais le langage juridique était toujours net et clair. Je l'ai posé sur la table entre nous, juste à côté de la part de tarte aux pommes intacte, et l'ai glissé vers elle. Tu n'es pas obligé de me croire à propos de la grossesse, Léa, mais lui le fera, j'ai tapoté le document d'un doigt. Et quand tu lui poseras des questions à ce sujet, tu comprendras exactement pourquoi. Son rire était aigu et trop fort pour le restaurant tranquille, faisant froncer les sourcils au couple âgé 2 banquettes plus loin dans notre direction. Tu penses vraiment qu'un bébé va le faire te choisir? C'est adorable, elle s'est penchée en arrière dans la banquette, sa confiance revenant tandis qu'elle rejetait ma révélation. Il m'a déjà parlé de tes tentatives désespérées de le piéger avec une grossesse. C'est honnêtement pathétique à quel point tu es prévisible. Lis-le, ai-je dit doucement. Je n'ai pas besoin de lire quoi que ce soit. Tu es délirante si tu penses. Lis-le,
Ma voix portait une note d'autorité qui nous a surprises toutes les deux. Crois-moi, tu voudras comprendre à quoi tu as vraiment affaire. Quelque chose dans mon ton a dû percer son arrogance, car elle a pris le papier. J'ai regardé ses yeux parcourir le langage juridique, j'ai vu l'instant exact où elle a atteint la clause cruciale concernant le fonds fiduciaire. Son visage a traversé une série d'expressions, confusion, incrédulité, et finalement une compréhension naissante qui a drainé la couleur de ses joues. Je me suis levé, posant la monnaie exacte pour mon café sur la table. La tarte restait intacte. J'avais perdu l'appétit des semaines auparavant, et ce jour ne faisait pas exception. Profite du reste de ton après-midi, Léa, ai-je dit, ma voix parfaitement agréable. Je suis sûr que toi et Sébastien aurez une conversation très intéressante. Je me suis dirigé vers la sortie sans regarder en arrière, mais je pouvais sentir ses yeux brûler dans mon dos. La porte a tinté quand je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à travers la grande fenêtre avant. Léa était penchée sur le document, sa posture parfaite complètement oubliée. Elle le relisait, son téléphone pressé contre son oreille, appelant probablement Sébastien, exigeant des explications sur des choses qu'elle n'avait jamais pensé à remettre en question auparavant. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par le genre de froncement de sourcils qui vient quand on réalise qu'on a joué à un jeu dont quelqu'un d'autre connaissait toutes les règles. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, savourant l'image d'elle penchée sur ce morceau de papier, comprenant enfin que la femme pathétique qu'elle avait tourmentée pendant des mois venait de lui montrer exactement qui détenait le vrai pouvoir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les effets d'entraînement de ma révélation. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon jardin en arrosant les plants de tomates que j'avais nourris tout l'été, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Léa. Faut qu'on parle. Appelle-moi. J'ai supprimé le message sans répondre. Elle avait eu sa chance de parler au bistrot du coin. Maintenant, elle pouvait expérimenter la même impuissance que j'avais ressentie pendant ces mois d'appels téléphoniques cruels, tendant la main à quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à répondre. 20 minutes plus tard, un autre SMS, je sais que tu reçois ça. Réponds au téléphone. Puis un autre, on sait toutes les deux que tu n'es pas aussi innocente que tu prétends. J'ai retourné mon téléphone face vers le bas et j'ai continué à arroser mes plantes. L'ironie ne m'échappait pas, j'étais en train de nourrir la vie, tandis que son monde s'écroulait probablement quelque part à travers la ville. Ma voisine, Madame Dubois, a regardé par-dessus la clôture avec inquiétude. Tout va bien, ma chère ? Tu as l'air distraite. Je profite juste du calme, ai-je dit, ce qui était vrai. Pour la première fois depuis des mois, mon téléphone ne sonnait pas avec une cruauté programmée. Les vrais feux d'artifice ont commencé le lendemain. J'étais en train de déjeuner avec ma sœur Sophie quand Sébastien a appelé, sa voix tendue par une panique à peine contrôlée. Camille, faut qu'on parle. Tu peux rentrer maintenant ? Je déjeune avec Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Juste, s'il te plaît, rentre à la maison. Sophie a levé un sourcil tandis que je prenais mon sac à main. Des problèmes au paradis ? Quelque chose comme ça, j'ai embrassé sa joue pour lui dire au revoir. Je t'appelle plus tard. Le trajet de retour vers la maison a été comme se diriger vers une tempête que j'avais vue se former à l'horizon pendant des mois. J'ai trouvé Sébastien faisant les 100 pas dans notre salon comme un animal en cage, les cheveux en désordre, sa chemise froissée comme s'il l'avait tirée. Elle sait, a-t-il dit sans préambule. Léa est au courant de la grossesse. Je vois, je me suis installé dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre où j'avais passé tant de soirées à lire pendant qu'il prétendait travailler tard. Comment l'a-t-elle découvert ? Est-ce que tu lui as dit ? Ses yeux étaient écarquillés, cherchant des réponses sur mon visage. Nous avons pris un café hier, j'ai gardé ma voix conversationnelle, presque décontractée. Il a arrêté de faire les 100 pas, toi, quoi ? Elle pensait te rencontrer au bistrot du coin à 14 heures. Elle a semblé assez déçue quand je me suis présenté à la place. La couleur a fui de son visage. Camille, qu'est-ce que tu as fait ? Je lui ai dit la vérité. À propos du bébé. À propos du testament de ton père, je l'ai regardé attentivement, notant comment ses mains tremblaient légèrement. Elle ne l'a pas bien pris. Sébastien s'est affaissé sur le canapé, la tête entre les mains. Elle n'arrête pas de m'appeler, exigeant des explications. Elle a trouvé un avocat, a commencé à poser des questions sur le droit des successions. Femme intelligente, j'ai presque voulu le dire. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que je pouvais lui dire ?
Elle savait déjà tout. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois dans notre mariage, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. Elle m'a demandé si la grossesse était réelle. Je ne pouvais pas lui mentir, pas quand elle fixait un document juridique. L'aveu est resté suspendu entre nous. Il avait confirmé ma grossesse à sa maîtresse avant même de la reconnaître avec moi. Et ensuite, ai-je incité. Elle a commencé à relier les points que je ne voulais jamais qu'elle voie. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle a posé des questions sur ta première grossesse, sur pourquoi j'étais si désespéré d'empêcher celle-ci. Elle n'est pas stupide, Camille. Elle a compris ce qui s'est passé avant. Ce fut le moment où sa narration soigneusement construite commença à s'effondrer. Elle a dit. Tu lui as dit que j'avais fait des tentatives désespérées pour te piéger avec une grossesse. Est-ce vraiment comme ça que tu lui as décrit notre bébé perdu? Le silence de Sébastien fut une réponse suffisante. Elle m'a demandé ce que je voulais dire quand j'avais dit que j'allais gérer la situation comme avant. Les mots sont sortis précipitamment, comme une confession qu'il ne pouvait plus retenir. Je n'avais pas réalisé comment ça sonnait avant qu'elle ne me le répète. J'ai imaginé la scène, l'horreur grandissante de Léa alors qu'elle réalisait que l'homme avec qui elle couchait avait saboté la grossesse de sa propre femme. L'homme qu'elle pensait romantique et passionné était en fait calculateur et cruel. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle m'a traité de monstre, il a ri amèrement. Elle a dit qu'elle s'était moquée de la mauvaise femme depuis le début, que tu l'avais jouée comme une pièce d'échec pendant qu'elle pensait avoir le contrôle. La fierté a gonflé dans ma poitrine, me surprenant par son intensité. Même dans sa colère et son dégoût, Léa avait reconnu la vérité. J'avais déjoué leurs deux plans. Elle en a fini avec moi, continua Sébastien. Elle a bloqué mon numéro, a rendu tout ce que je lui avais jamais donné. Son dernier SMS. Il a sorti son téléphone, a lu de l'écran d'une voix creuse. Tu m'as fait perdre 8 mois avec une femme qui avait toujours 3 longueurs d'avance sur nous deux. Le SMS était encore plus cinglant que je ne l'avais espéré. Léa ne l'avait pas seulement rejeté, elle s'était assurée qu'il sache exactement pourquoi. Elle avait percé sa manipulation et l'avait trouvée pathétique plutôt que charmante. Le pire, dit Sébastien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, c'est que tout le monde va savoir. Elle l'a déjà dit aux gens de son bureau, à ses amis. Elle ne va pas garder ça pour elle. Je m'y attendais. La fierté de Léa avait été blessée, son intelligence insultée. Bien sûr qu'elle voudrait que les gens sachent qu'elle n'avait pas été la naïve, autre femme, mais qu'elle avait été surpassée par la femme que tout le monde croyait faible. Au cours des jours suivants, les retombées sociales sont devenues apparentes. Sébastien rentrait à la maison chaque soir, l'air plus vaincu, rapportant des conversations avec des amis communs qui avaient entendu la version des événements de Léa. Marc m'a demandé si c'était vrai que je t'avais embrouillé pendant la liaison, a dit Sébastien un soir en fixant son dîner intact. La femme de Nathalie a entendu dire que j'avais été manipulateur et contrôlant. Le récit était en train de changer. Au lieu d'être vu comme un homme déchiré entre deux femmes, Sébastien était perçu comme quelqu'un qui avait été malhonnête avec les deux. La version de Léa le dépeignait non pas comme une figure romantique, mais comme un manipulateur qui avait utilisé et trompé tout le monde autour de lui. Isabelle de ton bureau a appelé, ai-je mentionné avec désinvolture. Apparemment, Léa demande une mutation. Elle ne supporte plus d'être dans la même ville. Sa fourchette a teinté contre son assiette. Elle quitte le bureau de Lyon, une sorte d'opportunité de promotion. J'avais fait mes recherches, appelé Isabelle moi-même pour confirmer les détails. Elle commence le mois prochain. La nouvelle a semblé le dévaster plus que tout le reste. Non seulement Léa l'avait rejeté, mais elle effaçait toute possibilité de réconciliation en mettant 2000 kilomètres entre eux. Elle a dit quelque chose d'intéressant à Isabelle, ai-je continué. Elle a dit qu'elle avait appris une leçon importante sur le fait de ne pas sous-estimer les femmes calmes, que parfois la personne que l'on croit impuissante est en fait celle qui détient toutes les cartes. Le visage de Sébastien s'est froissé. J'ai tout perdu, n'est-ce pas? Pas tout, ai-je dit doucement. Tu as encore des choix à faire. Mais nous savions tous les deux la vérité, sa double vie soigneusement construite s'était effondrée en quelques jours. La femme qu'il pensait désespérée et pathétique avait orchestré sa chute avec une précision chirurgicale. Et la maîtresse qui l'avait fait se sentir puissant et désiré le voyait maintenant comme une leçon de prudence sur les dangers de sous-estimer son adversaire. Le départ de Léa a été rapide et définitif. Pas de confrontation dramatique, pas de tentative pour le reconquérir.
Elle a simplement disparu de nos vies aussi efficacement qu'elle y était entrée, ne laissant derrière elle que l'épave de l'ego de Sébastien et le respect réticent que je ressentais pour une femme qui avait été assez intelligente pour reconnaître quand elle avait été déjouée. Les appels téléphoniques ont cessé complètement. Les séances de torture du soir qui avaient défini ma vie pendant des mois étaient terminées, remplacées par un silence qui ressemblait à une victoire. J'avais gagné. Mais plus important encore, je leur avais appris à tous les deux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, parfois, l'adversaire le plus dangereux est celui qui vous laisse penser que vous êtes en train de gagner, jusqu'à l'instant précis où vous réalisez que vous avez déjà perdu. Les semaines suivant le départ de Léa se sont installées dans un étrange rythme. Sébastien se déplaçait dans notre maison comme un fantôme, apparaissant au repas avec des yeux vides et une politesse mécanique. Il demandait des nouvelles de ma journée, commentait le temps, offrait d'aider avec la vaisselle, tout en évitant soigneusement toute mention de la grossesse qui devenait impossible à cacher. J'étais à 12 semaines maintenant, et les nausées matinales avaient laissé place à un petit ventre, mais visible, que je ne prenais plus la peine de dissimuler. Il m'arrivait de le surprendre en train de me fixer, ses yeux s'attardant sur mon corps qui changeait, avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à lire, désir? Regret? Peur? Peut-être les trois à la fois. Un jeudi soir de fin septembre, exactement 3 semaines après que Léa eut envoyé son dernier SMS dévastateur, j'étais en train de ranger les livres pour bébé que j'avais achetés plus tôt dans la journée quand j'ai entendu des pas sur notre porche, pas la démarche confiante habituelle de Sébastien, mais quelque chose d'hésitant, presque traînant. La sonnette a sonné à exactement 19h43, la même heure à laquelle Léa appelait avec sa cruauté soigneusement chronométrée. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon mari debout là, comme un étranger demandant l'asile. Il avait perdu du poids, ses vêtements pendaient sur sa silhouette, et son visage avait pris l'apparence décharnée de quelqu'un qui avait oublié comment bien dormir. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre comme s'il avait passé ses mains dedans compulsivement. « Camille », sa voix s'est brisée sur mon nom. « Je peux ? On peut parler ?» Je me suis écarté sans un mot, et il est entré dans notre maison comme s'il pénétrait en territoire étranger. Il s'est arrêté dans l'entrée, ses yeux observant les petits changements que j'avais faits, les livres sur la grossesse sur la table basse, la bouteille de vitamines prénatales sur le comptoir de la cuisine, le magazine, Que puis-je attendre, ouvert à un article sur la nutrition au 2e trimestre. Tu as l'air. Il s'est arrêté, semblant réaliser que commenter mon apparence pourrait ne pas être judicieux compte tenu de l'histoire récente. Différente, ai-je complété. Enceinte. En bonne santé. Chaque mot était délibérément choisi, un rappel de ce qu'il avait essayé d'empêcher. Belle, a-t-il dit doucement. Tu as l'air belle. Je l'ai conduit au salon, m'installant dans mon fauteuil habituel tandis qu'il restait debout, tripotant ses clés de voiture comme un adolescent nerveux. J'ai séjourné à l'hôtel long séjour sur l'autoroute, a-t-il dit sans préambule. 3 semaines maintenant, te donnant de l'espace, essayant de comprendre comment réparer ça. L'information m'a surprise. J'avais supposé qu'il dormait toujours dans notre chambre d'amis, maintenant l'illusion de la normalité. Le fait qu'il ait vécu dans un hôtel suggérait un niveau de conscience de soi que je ne lui avais pas accordé. Tu as trouvé, ai-je demandé. Son rire était creux, auto-dénigreur. Non, même pas un peu. Il s'est finalement assis, perché sur le bord du canapé comme s'il pouvait s'enfuir à tout moment. Mais je sais que je ne peux pas continuer à faire semblant que ça n'arrive pas. Le bébé. Je veux dire, notre bébé. Son bébé, ai-je corrigé gentiment. Tu as rendu tes sentiments concernant les enfants assez clairs. Il a tressailli. Camille, il faut que tu saches à quel point je suis désolé. Pas seulement pour Léa, mais pour avant. Pour ce que je t'ai fait, à notre premier bébé. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. C'était la première fois qu'il reconnaissait son rôle dans ma fausse couche directement, sans euphémisme ni esquive. J'étais égoïste, contrôlant. Je pensais que je pouvais tout gérer, garder tout exactement comme je le voulais. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, et j'ai été surprise de constater qu'elle m'affectait plus que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas réalisé ce que je détruisais avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Il y a 3 semaines, tu nous mentais encore à toutes les deux. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Il a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, un geste si vulnérable qu'il était presque douloureux à regarder. Perdre Léa n'est pas ce qui m'a brisé. C'est de réaliser qu'elle avait raison. Que tu avais eu 3 longueurs d'avance sur moi tout ce temps.
Que pendant que je me croyais si malin à garder des secrets et à gérer des situations, tu savais tout. Pas tout, ai-je dit honnêtement. Je ne connaissais pas les herbes avant bien plus tard. Son visage s'est froissé. Comment l'as-tu découvert? Je lui ai parlé du docteur Martin, de la découverte de la bouteille dans notre cuisine, des mois de silence qui ont suivi. Je l'ai regardé absorber chaque détail, j'ai vu l'instant où il a vraiment compris la profondeur de ce qu'il avait fait. Tu savais depuis des mois, a-t-il murmuré. Tout ce temps, tu savais ce que j'avais fait et tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je dise? Je ne sais pas. Crie contre moi, frappe-moi. Quelque chose d'autre que ça. Il a fait un geste vague vers mon calme. Comment peux-tu juste rester assise là et en parler comme si on discutait du temps qu'il fait? Parce que crier ne ramènerait pas notre bébé, ai-je dit simplement. Et ça ne protégerait pas celui-ci. Il est resté silencieux un long moment, assimilant les implications de mes mots. C'est de ça que tout ça parlait? Le café avec Léa, lui montrer le testament. Tout ça, c'était pour protéger cette grossesse? En partie, j'ai posé ma main sur mon petit ventre, un geste qui a immédiatement attiré ses yeux. Mais il s'agissait aussi de reprendre le contrôle de ma propre vie. Je veux en faire partie, a-t-il dit soudainement. Cette grossesse, la vie du bébé. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande quand même. La demande ne m'a pas surprise. Je m'y attendais depuis l'instant où Léa était partie. Mais le moment semblait significatif. Il demandait un jeudi soir, à l'heure exacte à laquelle sa maîtresse appelait pour me tourmenter. Que ce soit intentionnel ou non, j'avais l'impression qu'il essayait de récupérer cette heure, de la remplir avec quelque chose de mieux que la cruauté qu'elle avait autrefois contenue. J'ai un rendez-vous chez le médecin mardi prochain, ai-je dit soigneusement. Contrôle des 16 semaines. On pourrait peut-être connaître le sexe. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Pourrais-je? Me laisserais-tu venir avec toi? J'ai étudié son visage, notant la manière dont il retenait son souffle en attendant ma réponse. Pourquoi devrais-je? Parce que je veux être meilleur. Je veux être le père que ce bébé mérite, le mari que tu méritais depuis le début. Les mots sont sortis précipitamment, comme s'il les avait répétés. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais peut-être que je peux faire mieux à l'avenir. À quoi ressemble ce mieux, pour toi, ai-je demandé. Il a semblé pris au dépourvu par la question. Honnêteté. Plus de secrets. Plus d'essayer de tout contrôler. Et si le bébé change notre situation financière, si le trust s'active et que je deviens le gestionnaire de biens que tu considères tiens, sa mâchoire s'est contractée, un éclair du vieux Sébastien, celui qui voyait tout en termes de contrôle et de possession. Mais ensuite, il a forcé son expression à se détendre. Alors, on trouvera une solution ensemble. En tant que partenaire. Partenaire, ai-je répété. C'est ce que nous étions quand tu glissais des herbes dans mon thé? Non, le mot est sorti plat, vaincu. Nous n'étions pas partenaires. J'étais un manipulateur, et toi? Tu étais quelqu'un que j'essayais de contrôler au lieu d'aimer. L'aveu était plus honnête que tout ce qu'il avait dit en des années de mariage. Il soulignait aussi exactement pourquoi je ne pouvais pas simplement pardonner et oublier. Je vais réfléchir au rendez-vous, ai-je dit finalement. Le soulagement a envahi ses traits. Merci. C'est plus que ce que je mérite. Oui, ai-je acquiescé. Ça l'est. Au cours des jours suivants, Sébastien a commencé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne pour prouver sa valeur. Il apportait les courses sans qu'on le lui demande, laissait des vitamines prénatales sur ma table de chevet, recherchait les meilleurs pédiatres de notre région. Quand j'ai mentionné que je m'étais inscrite à un cours de préparation à l'accouchement, il a demandé timidement si j'envisagerais de le laisser y assister. Mais pour chaque geste de prévenance, je ressentais le poids de tout ce qui s'était passé avant, les herbes cachées derrière ces vitamines, les mois d'appels téléphoniques pendant qu'il ne disait rien, la façon dont il me décrivait à sa maîtresse comme ennuyeuse, exigeante, désespérée. Certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries par de grands gestes. Certaines confiances, une fois brisées, ne pouvaient pas être reconstruites avec de bonnes intentions et des vitamines prénatales. Pourtant, je me suis surprise à m'adoucir de petites manières. Quand il a posé des questions sur le cours de préparation à l'accouchement, je lui ai dit que j'y réfléchirais. Quand il a proposé d'aider à aménager la chambre du bébé, je n'ai pas immédiatement refusé. Non pas parce que j'étais prête à lui pardonner, mais parce que je commençais à comprendre la différence entre le pardon et la réconciliation.
Je pouvais lui pardonner pour ma propre tranquillité d'esprit, mais lui refaire confiance avec mon cœur, c'était une conversation entièrement différente. Cette conversation sur le pardon contre la confiance est devenue la base de tout ce qui a suivi. Au cours des mois suivants, tandis que ma grossesse progressait et que notre fille grandissait plus forte en moi, j'ai pris des décisions qui donnaient la priorité à ma paix plutôt qu'au confort de Sébastien, à mon avenir plutôt qu'à ses regrets. La naissance elle-même a été transformationnelle d'une manière que je n'avais pas prévue. Tandis que je tenais notre fille pour la première fois, Emma Rose, nommée d'après ma grand-mère, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Cette petite personne avec ses doigts parfaitement formés et ses sérieux yeux sombres représentait tout ce pourquoi j'avais lutté, pas seulement la grossesse elle-même, mais mon droit de faire des choix concernant ma propre vie. Sébastien était là, il l'avait été tout au long du travail, me tenant la main quand je le laissais, se retirant quand j'avais besoin d'espace. Quand Emma a été placée dans mes bras, je l'ai vue pleurer, de vraies larmes, pas l'émotion calculée de sa campagne pour me reconquérir, mais un véritable bouleversement en rencontrant sa fille. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré, son doigt traçant sa petite main. « Oui », ai-je acquiescé. « Elle l'est. » Mais même dans ce moment d'émerveillement partagé, je savais que notre famille aurait l'air différente de celle que j'avais autrefois imaginée. Le trust s'est activé automatiquement à la naissance d'Emma, exactement comme Philippe l'avait conçu. En quelques semaines, je gérais une propriété locative qui générait suffisamment de revenus mensuels pour couvrir les futures dépenses d'éducation d'Emma. Le portefeuille boursier fournissait une sécurité supplémentaire, et ma participation de 40% dans Quincaillerie Bernard et Phil signifiait que j'avais maintenant voix au chapitre dans les décisions commerciales qui affectaient notre avenir financier. Sébastien a observé ce transfert de pouvoir avec un mélange complexe d'émotions, fierté pour sa fille, chagrin pour ce qu'il avait perdu, et un respect réticent pour la prévoyance de son père. Il n'a jamais contesté les arrangements, comprenant peut-être que toute tentative de contester le testament de son père ne ferait que mettre en évidence sa propre manipulation et son avidité. 6 mois après la naissance d'Emma, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Je me suis inscrite à des cours de gestion d'entreprise au collège communautaire, profitant de leur programme du soir pendant que Sébastien gardait Emma lors de ses visites planifiées. « Tu retournes à l'école ?» a demandé ma sœur Sophie lors d'un de nos rendez-vous café hebdomadaires. À 35 ans, avec un nouveau bébé. Pourquoi pas? J'ai doucement bercé Emma dans mes bras, m'émerveillant de la naturalité avec laquelle la maternité me semblait venir, malgré tout ce qui y avait mené. Le trust offre une stabilité financière, et j'ai enfin la liberté de poursuivre quelque chose pour moi-même. Cette liberté était enivrante. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais des décisions basées uniquement sur ce que je voulais, et non sur ce que quelqu'un d'autre attendait ou exigeait. J'ai étudié le marketing et la comptabilité, appris la gestion immobilière et les stratégies d'investissement. La connaissance est devenue une autre forme d'indépendance. Sébastien et moi nous sommes installés dans un arrangement de coparentalité qui fonctionnait parce que j'en contrôlais chaque aspect. Il voyait Emma 2 fois par semaine, le mardi soir et le samedi après-midi, plus un week-end sur 2. L'emploi du temps était ma conception, mis en œuvre selon mon calendrier, avec des limites que j'appliquais de manière cohérente. J'aimerais l'emmener au parc ce samedi, il pourrait suggérer lors d'une de nos brèves conversations de transition. Quel parc, demanderais-je. Celui de la rue des Ormes avec la bonne aire de jeu. Soit de retour avant 16 heures. Elle a une routine. Il ne discutait jamais, n'insistait jamais pour plus de temps ou des arrangements différents. Peut-être qu'il comprenait que la coopération était la seule voie vers toute relation avec sa fille. Peut-être qu'il avait enfin appris que mes limites n'étaient pas des suggestions. Les cours de gestion ont mené à des opportunités inattendues. Le professeur Martin, partageant par coïncidence le nom du médecin qui m'avait aidé à découvrir la tromperie de Sébastien, a mentionné que Quincaillerie Bernard et Phil cherchaient quelqu'un pour moderniser leur approche marketing. « Vous possédez une partie de cette entreprise, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé après un cours un soir. « 40%, ai-je confirmé. Avez-vous envisagé de vous impliquer davantage, d'apporter de nouvelles perspectives à leurs opérations ? » L'idée ne m'était pas venue, mais une fois plantée, elle a poussé rapidement. J'ai planifié une réunion avec le gérant actuel, apporté des propositions pour des plateformes de vente en ligne et du marketing sur les réseaux sociaux, suggéré des améliorations d'efficacité basées sur ce que j'avais appris sur les opérations des petites entreprises. En 6 mois, je travaillais à temps partiel comme consultante en marketing et opérations pour Quincaillerie Bernard et Phil. Le revenu supplémentaire n'était pas nécessaire, le trust fournissait une sécurité plus que suffisante.
Mais le travail m'a donné un but et une identité professionnelle que je n'avais jamais eu pendant mon mariage. Sébastien a entendu parler de mon implication par le bouche à oreille familial. Quand il a ramené Emma d'une visite le samedi, il s'est attardé plus longtemps que d'habitude. J'ai entendu dire que tu travailles à la quincaillerie maintenant, a-t-il dit, son ton soigneusement neutre. 3 jours par semaine. Emma vient avec moi parfois. Elle aime regarder les clients. C'est super, Camille. Vraiment. Papa aurait adoré te voir prendre un rôle actif dans l'entreprise. Ce fut l'une des rares fois où il mentionna son père sans amertume, et j'ai reconnu que c'était sincère. Quelle que soit la rancœur qu'il ressentait à propos du trust, il semblait comprendre que la décision de son père avait été protectrice plutôt que punitive. La croissance personnelle s'est étendue au-delà des réalisations professionnelles. J'ai appris à m'exprimer dans des situations où l'ancienne Camille serait restée silencieuse. Quand le pédiatre d'Emma a suggéré une approche de traitement avec laquelle j'étais en désaccord, j'ai exprimé mes préoccupations et cherché un deuxième avis. Quand un voisin a fait des commentaires sur les mères célibataires qui semblaient jugeants, j'ai corrigé ses suppositions sur ma situation avec une fermeté polie. Tu as changé, a observé Sophie lors d'un de nos rendez-vous café hebdomadaires, me regardant gérer avec confiance un serveur difficile qui s'était trompé dans notre commande. Ah bon? J'ai déplacé Emma dans mon autre bras, notant à quel point ce mouvement était devenu naturel. L'ancienne Camille aurait juste accepté la mauvaise commande et fait semblant que tout allait bien. Il avait raison. La femme qui avait silencieusement enduré des mois d'appels téléphoniques cruels était partie, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la paix ne nécessitait pas d'accepter les mauvais traitements. Même ma relation avec Emma portait des leçons sur le pouvoir et le choix. Quand elle pleurait inconsolablement pendant sa phase de colique, j'ai appris que parfois, la chose la plus aimante à faire est de poser des limites fermes, en la mettant dans son berceau pendant 5 minutes pendant que je me ressaisissais, plutôt que de laisser la frustration monter à des niveaux dangereux. Tu es doué naturellement pour ça, a dit Sébastien un soir quand il l'a prise et qu'elle s'est immédiatement calmée dans ses bras. J'apprends, ai-je corrigé. Il y a une différence. La distinction importait. Naturel impliquait une capacité innée, mais apprendre suggérait un choix conscient et un effort. Tout dans ma nouvelle vie avait été appris, choisi, construit délibérément, plutôt que simplement accepté. 18 mois après la naissance d'Emma, j'ai eu l'occasion de passer devant le bistrot du coin. Les mêmes banquettes en vinyle rouge étaient visibles à travers les fenêtres, le même sol à carreaux qui avait été témoin de ma confrontation avec Léa. Mais au lieu de souvenirs douloureux, je n'ai ressenti qu'une satisfaction tranquille. Cet après-midi-là avait été le début de tout, pas seulement la chute de Léa ou les conséquences pour Sébastien, mais ma propre transformation. L'instant où j'avais glissé ce testament sur la table, j'avais cessé d'être une victime et j'étais devenu l'auteur de ma propre histoire. Par des connaissances communes, j'avais appris que Léa s'était effectivement mariée à un architecte divorcé à Lyon qui, apparemment, appréciait son intelligence et son ambition. Tant mieux pour elle. Tout le monde méritait une chance d'être heureux, même quelqu'un qui avait jadis pris plaisir à causer de la douleur. Je pensais rarement à elle maintenant, sauf quand quelque chose me rappelait cette époque, comme passer devant le bistrot du coin ou entendre un téléphone sonner à 19h43. Ces moments servaient de rappel du chemin parcouru, pas de source de colère persistante. Emma babillait depuis son siège auto alors que nous passions devant le restaurant, pointant du doigt quelque chose à l'extérieur de sa fenêtre avec la concentration sérieuse d'une enfant de 15 mois faisant d'importantes observations sur le monde. C'est ça, ma puce, ai-je dit en la regardant dans le rétroviseur. Il y a beaucoup à voir dehors. Il y avait une vie que j'avais bâtie par la patience et la pensée stratégique, plutôt que par le drame et la vengeance. Un avenir qui nous appartenait entièrement, libre des schémas toxiques qui avaient jadis défini mon existence quotidienne. La femme qui avait autrefois écouté en silence la cruauté était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qui s'exprimait, qui faisait des choix, qui protégeait ce qui comptait le plus. Quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne consistait pas à contrôler les autres, mais à ne plus jamais permettre aux autres de vous contrôler. Si cette histoire de vengeance stratégique vous a tenu en haleine, cliquez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.